Salut les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Content de vous retrouver ce soir, vendredi, avec Jacob Cohen et bienvenue dans mon salon. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que tout va bien et je nous souhaite un bon échange. Eh ben très bien, comme d'habitude les amis, pour celles et ceux qui veulent participer, je vais vous mettre le lien et vous avez la possibilité d'intervenir. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant et puis il y a le petit lien en bas là, ça donne un coup de pouce. Voilà les amis, Monsieur Cohen, je vous laisse y aller, c'est à vous. Oui, oui. Alors, cette semaine, je voulais commencer par l'article du Washington Post euh, qui a publié une étude de 36 pages sur l'avenir de Gaza tel qu'il est prévu par l'Amérique. Voilà. Donc, c'est très détaillé. Bon, en gros, voilà, l'Amérique voudrait voir la population de Gaza partir de Gaza provisoirement, ça c'est très amusant, le temps de reconstruire et ils reviendront. Bon, évidemment, c'est une illusion extraordinaire et il y a euh, des incitations pour le départ. C'est-à-dire que chaque personne qui accepte de partir toucherait 5 000 $, plus des frais de scolarité pour les enfants, etc. Si on est propriétaire d'un lopin de terre, on recevra une attestation pour l'avenir. Enfin bon, voilà. En fait, l'Amérique veut faire même base sur la bande de Gaza. Il faut dire que la bande de Gaza suscite euh, des, des ambitions extraordinaires, suscite des convoitises fantastiques. Imaginez une bande de 20 kilomètres de long sur 10-15 kilomètres de large. C'est fabuleux. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la Floride. Miami, c'est comme Miami entre Miami et Fort Lauderdale. C'est-à-dire, ce sont des dizaines de kilomètres d'immeubles, d'hôtels, de parcours de golf, de casinos, etc. Enfin, voilà. Et c'est un peu le rêve de l'Amérique. Et donc, dans tous les pays, enfin, bon, il y a l'Amérique qui est intéressée, Israël qui est intéressé, certains pays arabes qui sont intéressés, l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, les pays du Golfe, l'Europe, donc qui bavent devant cette perspective fantastique. Vous imaginez ce qu'on peut construire sur 20 kilomètres, magnifique plage, ensoleillée, 350 jours dans l'année, et des richesses fantastiques en pétrole et en gaz au large, des richesses halieutiques, c'est-à-dire des richesses en poissons, des perspectives extraordinaires. Et c'est pour ça d'ailleurs que, bon, on essaye de verser une larmichette, quelques larmes de crocodile sur la population de Gaza, mais en fait, on aimerait bien que ces gens disparaissent. Voilà. Il y a ceux qui voudraient les voir disparaître et il y a ceux qui ne lèvent pas le petit doigt pour s'y opposer. Même s'ils sont contre, même s'ils ne sont pas d'accord, euh, ils ne feront rien pour s'y opposer. En fait, pratiquement la plupart des... Enfin, si vous voulez, vous savez, j'avais déjà dit que les États sont des monstres froids. Et en fait, débarrassée du Hamas, la bande de Gaza peut se révéler une source de profit fantastique.
je veux dire de centaines de milliards, donc que les États pourraient se partager. Je vous rappelle que dès le début 2023, l'Égypte, Israël et l'autorité palestinienne avaient signé des accords avec des compagnies de gazières, des multinationales, pour exploiter le gaz en commun. Et franchement, je ne vois pas ce qui pourrait s'opposer à ce plan. Bon, certes, pour le moment, la population, elle est toujours là, mais au rythme où elle est détruite, où elle est assassinée, où elle est affamée, où elle n'a plus où elle ne bénéficie plus de soins, où il n'y a plus de travail, où il n'y a plus d'école, où il n'y a plus d'administration, où les gens sont livrés à eux-mêmes. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait vraiment sauver la bande de Gaza. C'est tragique, mais malheureusement, vous savez, des fois, quand on lit l'histoire du XVIIIe siècle, du XIXe, du XXe, on voit des trucs, on se dit, mais comment on a pu laisser passer ça? Des guerres, par exemple la Première Guerre mondiale qui a duré 4 années de tuerie, enfin inutile. On l'avait appelée la guerre civile européenne. On se demandait même pourquoi on se battait finalement. Et il faut imaginer l'hémorragie terrible des pays comme la France et l'Allemagne. On se demandait, mais comment on peut arrêter cette boucherie inutile et tragique? Mais voilà, l'humanité, elle marche comme ça. C'est, comment dire, enfin, je sais pas, c'est une dimension de l'humanité, voilà, de l'humain. Et moi, je ne vois pas vraiment ce qui pourrait sauver. Bon, il y aura peut-être un miracle, je ne sais pas, qui arrivera, je ne sais pas, on verra. Mais si ces pays-là se mettent ensemble pour s'accaparer de Gaza et, et développer la zone à leur manière, voilà, je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de résistance. Voilà. Bon, si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Alors, Monsieur Cohen, c'est un constat qui est effectivement très dur à l'heure actuelle. Effectivement, on a sous nos yeux un génocide, on peut employer ce terme-là, Tout à et fait, voilà. à la place de, à la place de penser à ces Palestiniens, on pense à construire donc ce complexe touristique. Oui, Euh, c'est quand même incroyable, effectivement. Ce matin, on discutait là sur un forum par rapport à la proclamation qui allait venir là bientôt de l'État palestinien là concernant la France. oui. Alors vous avez déjà, je crois que vous avez déjà évoqué, hein, vous avez déjà donné votre avis. Moi, à l'heure actuelle, je pense que de toute manière, ça me semble être utopique et même de l'hypocrisie, puisque proclamer un État palestinien à l'heure actuelle, dans l'état actuel des choses, hein, en voyant la situation actuelle, clairement, ça va être un État qui s'il est proclamé, c'est un État qui sera déporté. En fait, l'Europe, et c'est ça l'hypocrisie de l'Europe, comme ils sont incapables, c'est pas qu'ils sont incapables, ils ne veulent prendre aucune mesure coercitive contre Israël, aucune. Mais vraiment la moindre petite mesure, par exemple, suspendre pour un mois l'accord économique entre l'UE et Israël. Bon, c'est pas grand-chose, mais quand même c'est un signal envoyé à Israël. Même ça, ils ne le font pas.
par exemple, les voyages aériens, n'importe quoi, mais comme ils ne veulent absolument prendre aucune mesure concrète contre Israël, ils ont inventé cette reconnaissance qui est un acte symbolique qui n'amènera à rien du tout. Voilà, je vous rappelle une chose, il y a déjà 140 pays qui ont reconnu l'autorité palestinienne, qui ont reconnu l'État de Palestine, mais ça ne mène à rien, puisque cet État, il est occupé par Israël. C'est-à-dire que vous avez beau reconnaître, admettons la France va reconnaître l'État de Palestine, et après, ils ne peuvent pas ouvrir une ambassade à Ramallah. Donc, à quoi ça rime? C'est-à-dire, ça ne changera rien pour l'autorité palestinienne. Et même l'autorité palestinienne, est-ce qu'elle a envie de se libérer de l'emprise sioniste? Pas du tout. Si elle avait voulu se libérer de l'emprise sioniste, elle sortirait des accords d'Oslo, elle ferait comme l'Algérie, c'est-à-dire je lutte, je combats pour mon indépendance. Voilà. Et à ce moment-là, les États prendront position contre l'occupation et pour la lutte légitime du peuple palestinien. Or, l'autorité palestinienne donne l'illusion que la solution à deux États est possible et accrédite l'idée qu'on va y arriver. C'est ça le drame aussi. Les Palestiniens, enfin, quand je dis les Palestiniens, ça veut dire les dirigeants, en dehors du Hamas, bien sûr. Les dirigeants de Ramallah jouent le jeu de l'oppresseur sioniste. Donc, quand on a tout ça, ben, qu'est-ce qu'on a à attendre finalement? Voilà, bon, disons que les États peut-être ont hâte que ça se termine. Voilà. Et concernant ce projet, de quel droit s'autorise à le faire, ce projet touristique Ben, le droit du plus fort, c'est-à-dire, voilà, c'est l'Amérique. Et voilà, ben, c'est-à-dire, c'est tout, hein, c'est pas. C'est l'Amérique, elle dit, voilà, je prends ce territoire, j'en fais ce que je veux, et puis, ben, c'est-à-dire, comme la région, toute la région, le Moyen-Orient, il est sous la coupe américaine, israélo-américaine, eh ben, il n'y aura aucune résistance, aucune voix qui s'y oppose. Et voilà, donc c'est ça. C'est pas un tribunal qui a décidé, c'est pas l'Assemblée générale de l'ONU, c'est l'Amérique, voilà, qui décide. Et, bon, l'Amérique est derrière, il y a le capitalisme international. C'est-à-dire, imaginez BlackRock, Vanguard, ils peuvent investir 1000 milliards là-dedans. Enfin, je veux dire, quand on y pense, imaginez sur 20 kilomètres, enfin, il y a une largeur de 10 à 15 kilomètres, enfin, le nombre d'immeubles, de centres commerciaux, de centres d'affaires, de centres touristiques, etc., de centres commerciaux, de golf, ça peut être fabuleux, quoi. Sans compter l'exploitation du gaz au large de Gaza et probablement du pétrole, voilà, et qui se compte, paraît-il, par des dizaines de milliards de dollars de bénéfices. Alors, malheureusement, le malheur des Palestiniens, des Gazaouis, c'est de se trouver sur un territoire convoité par le mondialisme. il est soutenu en plus, ce projet, apparemment, hein. Ah non, Ah. il est soutenu pas pratiquement, si vous voulez, pratiquement, enfin, je peux dire, même cyniquement parlant, des pays comme la Russie ou la Chine, etc., ou l'Indonésie, ne verraient pas d'un mauvais œil ce développement parce qu'il profiterait à beaucoup de monde.
pas seulement à l'Amérique, à Israël, profiterait à l'Égypte, à l'Arabie Saoudite, au Qatar, à la Turquie, etc., même à d'autres, probablement la Chine. Donc, ça donnerait, ça boosterait l'économie mondiale. Imaginez un investissement de 500 milliards ou 1000 milliards, enfin, c'est fabuleux. Toutes les compagnies de construction, de gaz, c'est extraordinaire, voilà. Et, voilà, enfin, je veux dire, c'est terrible à dire, mais voilà, on a un exemple de l'humanité dégénérée. Et voilà, malheureusement, c'est l'image de cette humanité. C'est terrible. Ouais. Alors, on a une question Alors, avant de donner la parole à Gilles, qui est avec nous, Gilles sur TikTok, il y avait une question concernant le Golan. Pourquoi il n'a pas été développé selon vous, Monsieur Cohen? Ah, il est développé, le Golan. Le Golan, occupé par Israël, Oui, ah, il est développé. D'abord, il y a des villes qui ont été construites, des petites villes. Hein. Vous savez que vous avez entendu parler de ce restaurant à l'Institut du monde arabe qui sert du vin israélien. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire? non, j'ai Il y entendu a, vaguement une histoire récemment concernant du voilà, vin. il y a quelques jours, quelqu'un avait dénoncé. C'est un restaurant dans lequel Jamel Debbouze a des intérêts, où il est propriétaire, Exactement, oui, c'est ça, oui, oui, tout à fait. et qui vendrait du vin israélien. Or, le vin israélien vient d'où? Du Golan. Le Golan s'est été transformé il y a des vignobles, paraît-il, assez extraordinaires. En fait, il y a à peu près 50 000 habitants dans le Golan israélien. Il y a une station de ski très populaire, très développée. Donc, c'est pas au contraire, vous savez, les Israéliens n'occupent pas comme ça militairement. C'est une zone qui se développe. Alors, Donc, nous avons quelqu'un, Monsieur Cohen, qui vous dit que c'est faux, que les quoi? gens quittent la région et vont à Chypre. Non, quitte Israël, pas le Golan. Le Golan, il y a aucun souci. Enfin, à ma connaissance, les gens qui partent à Chypre ou en Grèce, ils partent de Tel Aviv. D'accord? De la région de Tel Aviv. Ils ne partent pas du Golan. Le Golan n'est pas menacé. Le Golan, c'est une zone plutôt agricole qui a toujours, enfin, qui n'a jamais été en insécurité. Voilà. Et une zone prospère. Ceux qui ont investi là-bas sont très, comment dire, ont des situations euh, très, très favorables, gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils ont des terres très riches. Il y a beaucoup d'eau, donc voilà, il y a des vignes, il y a des élevages. Comme je vous l'ai dit, il y a une station de ski. Non, non, les gens du Golan ne quittent pas Ok. ce territoire. Alors bon, il nous dit que oui. Bon, ok, très bien. On va donner la parole à Gilles qui est avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci à Monsieur Cohen d'intervenir avec nous. Ma question, ça portait sur la Cisjordanie. Parce qu'on a vu récemment qu'il y a un ministre qui a décidé d'annexer carrément une partie de la Cisjordanie. Et je me posais la question de savoir si à terme, ça ne sera pas toute la Cisjordanie qui sera complètement occupée par Israël, quoi. Merci. Alors, la semaine dernière, enfin dimanche, il y avait un conseil comment on appelle ça, un conseil de sécurité israélien, voilà. C'est-à-dire un conseil restreint de sécurité, ça veut dire les ministres importants, défense, sécurité, etc., qui s'étaient réunis pour évoquer l'annexion de la Cisjordanie, puisqu'il y a deux ministres d'extrême droite qui le demandent. Et d'après les informations, il y a eu une pression de Trump pour dire non, non, ne le faites pas. Bon. Pourquoi il le fait et pourquoi Trump a dit qu'il ne fallait pas le faire? Parce que, bon, ce n'était pas nécessaire finalement, en fait.
le moment n'était pas opportun, ça risquait de mettre les pays arabes qui ont des relations, de très bonnes relations avec le régime sioniste, ça risquait de les mettre en porte-à-faux. Et donc, ils ont enlevé la question de l'ordre du jour. Mais pour moi, c'est juste une question juridique. C'est-à-dire, la Cisjordanie annexée ou pas, la question n'est pas là. La Cisjordanie, petit à petit, la main mise sur la Cisjordanie, elle est vraiment, elle est, je dirais pas totale, mais elle est de plus en plus forte, de plus en plus violente, de plus en plus de terres sont confisquées. Je vous rappelle que les colons en Cisjordanie, au moment des accords d'Oslo, ils étaient 150 000. Aujourd'hui, ils sont 800 000. Et on construit de plus en plus. Et donc, qu'il y ait annexion ou pas, de toutes les façons, il y a annexion de fait. C'est-à-dire que le territoire palestinien, il est grignoté, soit par la confiscation de terres, soit par la violence. Et donc, petit à petit, la population palestinienne est réduite, elle est chassée des terres agricoles, on confisque des fermes, on détruit des maisons, etc. Et donc, la question de l'annexion viendra se résoudra d'elle-même. C'est-à-dire le jour où un certain nombre d'habitants palestiniens partiront, de gré ou de force, et que les autres seront cantonnés dans des villes encerclées par les juifs, par les sionistes, etc. L'annexion deviendra une question secondaire, voilà, c'est-à-dire de pure forme. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. C'est un territoire, la Cisjordanie est un territoire qui sera israélien à 100% à terme. Voilà. Il est déjà contrôlé par Israël et donc il sera israélien de plus en plus à terme. Voilà. Gilles, tu as quelque chose à rajouter? Ou une autre question peut-être? Non, d'accord. Non, merci. Merci, c'est bien dommage. Merci. Merci à vous. Merci à toi, Gilles. Monsieur Cohen, si la Riviera voit le jour, Oui. en même temps, c'est effacer 3000 ans d'histoire, là. Ah ben oui, parce que Gaza, c'est... Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui avait écrit un livre sur Gaza, je crois que c'était Christophe Oberlin. C'est vous savez, le médecin, le Oui, chirurgien, qui allait à Gaza 200 ou 3 fois par an pour former les chirurgiens palestiniens. Je crois qu'il avait écrit un livre sur l'histoire de Gaza ou quelqu'un, enfin en tout cas, mais c'est un territoire qui a je ne sais pas combien de 3000, 4000 ans d'histoire, c'est-à-dire il a été au carrefour de la Rome, de la Grèce, de la Perse, et donc c'est un territoire riche d'une histoire fabuleuse, fantastique, et évidemment, s'il y a cette riviera, etc., ça veut dire qu'on rasera ce qui reste. De toute façon, c'est déjà détruit à 80%, 90%. Et donc, ça sera un territoire neuf à l'américaine, voilà, avec des tours, etc. Et donc, dans 2 ou 3 générations, eh ben, on oubliera ce que c'était, voilà. Monsieur Cohen, Oui. la situation à l'heure actuelle, selon vous, elle est sous contrôle? On maîtrise tout là-bas? Parce que moi, j'ai souvenir, hein, quand j'étais un peu plus jeune, hein, parce qu'on sait que le conflit ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait de temps en temps, il arrivait il y ait des roquettes qui atterrissent en Palestine occupée, là, à Tel Aviv ou dans des endroits là-bas en Palestine occupée. Il arrivait par moments aussi des attentats. Aujourd'hui, il y a plus rien de tout ça. Ben, il n'y a plus rien parce que, bon, d'abord, parce que Gaza, non seulement, enfin, il y a quand même un contrôle de Gaza, hein, je veux dire, il y a eu des destructions, etc. Et puis, il y a toute une ceinture de sécurité, c'est-à-dire, enfin, que les Israéliens appellent ceinture de sécurité. C'est-à-dire qu'autour de Gaza, il y a une bande de 1 kilomètre
qui est interdite totalement aux Gazaouis. C'est-à-dire, le Gazaoui qui s'aventurerait sur ce terrain-là, il sera abattu automatiquement. Donc, ça limite. Bon, pour lancer des roquettes, je pense que dans la situation actuelle, c'est quand même de plus en plus difficile d'avoir le matériel pour le faire, etc. Mais concernant les roquettes, ça n'a jamais posé un problème pour les Israéliens parce que ce sont des roquettes artisanales qui étaient très vite arrêtées par le dôme de fer ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est vraiment des roquettes artisanales facilement arrêtables. Alors, la majorité des attentats venaient de Cisjordanie, de ceux qui commettaient les attentats, dans les années 90 et début des années 2000. Mais vous savez qu'il y a le régime sioniste a construit un mur qui entoure, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, le mur qui entoure la Cisjordanie. Bon, il peut y avoir des possibilités d'infiltration, mais quand même, ça réduit de quasiment de 80%, 90% les passages clandestins, etc. Et donc, en fait, ça a beaucoup réduit. Entre parenthèses, si vous ne le savez pas, le mur a été condamné par la Cour internationale de justice en 2005 ou 2006. Voilà. C'est juste pour vous dire que les arrêts de la Cour internationale de justice, bon, on peut les oublier. Hein. Voilà, c'est-à-dire, on a remporté une victoire symbolique, mais ça n'a rien empêché. C'est-à-dire, le mur est toujours là. Et voilà. Et donc, ce mur, il a quand même arrêté pas mal les infiltrations clandestines des Palestiniens de Cisjordanie vers la bande de Gaza, parce que c'est de là que venaient les auteurs d'attentats, principalement. Voilà. Alors, nous avons un commentaire qui dit les snipers du Hamas font du mal, font des dégâts, pardon. Tout à fait, oui, oui, oui. D'ailleurs, il y a régulièrement des morts. Enfin, moi, je peux vous dire, un mort, 2 morts, 5 morts. Donc, effectivement, c'est pas une promenade de santé. Mais bon, le rapport de force est tel que, bon, d'abord, ça se passe à Gaza, c'est-à-dire le champ de bataille est à Gaza, il n'est pas en Israël. Et donc, forcément, bon, je veux dire, avec les avions, avec les hélicoptères, avec les tanks, etc., bon, le rapport de force, certes, les Gazaouis sortent de temps en temps, font un attentat, etc., mais de l'autre côté aussi, enfin, l'étau se resserre terriblement. Voilà. Alors, la capacité de résistance, là, justement, des Palestiniens, parce que là, on a affaire à, sur le terrain, là, pour la prise de Gaza City, je crois qu'il parlait de 130 000 soldats, plus 70 000 réservistes. Oui. C'est énorme. C'est énorme, oui, j'ai lu le chiffre, c'est énorme, oui. Alors, ça paraît colossal, d'autant plus que, certes, c'est une ville d'1 million d'habitants, enfin, je ne sais pas combien sont restés d'ailleurs. On peut estimer qu'il y a un demi-million, mais un demi-million qui se terre, qui erre, parce que je crois que pratiquement tout est détruit. Enfin, en tout cas, la grande majorité des bâtiments est détruite. Donc, voilà, je ne sais pas exactement quel est, mais en tout cas, c'est ce qu'on a annoncé, même dans les médias israéliens. Bon, peut-être qu'ils ont l'intention de gagner immeuble par immeuble. Je ne sais pas exactement quel est leur plan, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu, oui. Ouais. Alors, on avait une question là dans le chat. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Monsieur Cohen. Moi, Oui. je vois pas trop, mais la question, la personne qui pose la question vous demande si vous pouvez parler des projets de Daniela Weiss. Est-ce que ça vous parle? Non, le truc, ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à. Daniela Weiss.
C'est pas celle. Enfin, est-ce que je me trompe peut-être? C'est pas celle qui voulait recoloniser Gaza, non? C'est possible. Moi, je n'ai pas entendu parler non plus de ce projet. Si la personne en question peut développer un peu. Je suis pas sûr, mais je suis pas sûr. J'aimerais qu'elle dise de quel projet il s'agit, oui. Oui, d'accord. En attendant, Monsieur Cohen, donc là, on est vraiment dans une situation pour les Gazaouis. Le plan est en route. Hein, quand on voit là, les révélations du Washington Post, ça sent pas très bon là pour les prochaines semaines à venir, là, pour les prochains mois là. Malheureusement, ça ne sent pas très bon, et d'autant plus comme je persiste à le dire, je ne vois pas d'où peut venir le secours aux Gazaouis. Voilà, c'est ça le drame. Voilà. Ni le monde arabe, ni le monde arabo-musulman, ni les BRICS, ni le Sud global, ni les pays africains, enfin, ni l'Europe, évidemment. Je ne vois pas d'où peut venir un secours au palais. Un vrai, concret, pas des mots, hein, pas, parce que les mots, les résolutions, etc., j'imagine que lorsque l'Assemblée générale de l'ONU se réunira, on fera de belles déclarations sur la reconnaissance, etc. Mais malheureusement, ce seront des mots, et qui ne mèneront à rien. Voilà, à rien. Et c'est ça qui est terrible. Voilà. Et ce ne sont pas les manifestations, ni. Bon, il y a une flottille qui part. Ah, Mais bon, justement, comment Israël va gérer la nouvelle flottille là, qui se dirige vers Gaza? bah, ça dépend. Il paraît qu'il y a plusieurs dizaines de bateaux. Voilà. Donc déjà, avant, il y avait un bateau. Maintenant, enfin, je ne sais pas combien il y aura des bateaux. Est-ce qu'ils vont arriver en même temps? Bon, j'imagine que la marine israélienne peut très bien, enfin, s'il y a 50 navires, sauf s'ils arrivent en même temps, elle peut très bien les arraisonner un après l'autre. Hein. C'est pas, il ne manque pas de navires pour ça, etc. Donc, c'est pas, je pense pas que ce soit un souci énorme pour l'Israël. Il me semble que dans cette flottille, hein, j'ai cru entendre qu'il y avait le petit-fils de Nelson Mandela qui participerait. Ah, c'est possible, oui, c'est possible. Je sais pas, ouais. Bon, de toutes les façons, les Israéliens s'en fichent du petit-fils de Nelson Mandela ou de la députée Rima Hassan ou Greta Thunberg ou n'importe qui, de toute façon, je veux dire, ils s'en fichent totalement, ils n'ont de compte à rendre à personne. Voilà, donc. Alors, la personne en question, là, Daniela Weiss, Oui, alors voilà, il y a le commentaire qui est là. Donc, c'est une militante d'extrême droite et ancienne femme politique israélienne, religieuse nationaliste. Elle est cofondatrice du mouvement Nachala. Nachala. Nachala, ça veut dire Nachala. implantation, colonisation. Etc. Oui, c'est à peu près ce que j'ai pensé. C'est en fait, c'est elle qu'on voit dans les vidéos à la télévision israélienne, je l'ai vu, et qui parle véhémentement du territoire de Gaza comme un territoire juif, israélien, qu'il faut vider de ses habitants et qu'il faut recoloniser. Alors, est-ce que j'imagine que le plan de Trump laissera une petite place ou une grande place à des colonies israéliennes, peut-être le tiers de Gaza, le tiers nord de Gaza, peut-être. Ça m'étonnerait que les Israéliens renoncent à prendre une partie. De toutes les façons, voilà, c'est bien cette femme-là que j'avais vue et qui mène une campagne, qui a même essayé d'envoyer des gens à Gaza, pour le moment sans succès. Mais je pense que les Israéliens ne renonceront pas. Ce n'est pas parce qu'il y aura un projet américain
que les Israéliens renonceront à prendre un bout de Gaza, ça c'est sûr. De toute façon, ils seront partie prenante et je pense même la meilleure part. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, sur le plan là qui est est-ce que ça marque est-ce que ça marque un peu le retour de l'impérialisme américain, même si on voit que il y a quand même un, un- un monde multipolaire qui se dessine à l'heure actuelle, hein. On a pu le voir avec, vous avez peut-être suivi aussi la commémoration en Chine avec la réception Oui, des pays d'OCS. oui, non, mais je pense c'est un peu le dernier, euh, comment dire, le dernier carré de l'impérialisme américain, le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient reste, et vous savez, avant, enfin jusque dans les années 80, l'Union soviétique, à l'époque, était très présente au Moyen-Orient. L'Égypte était un allié de l'URSS pendant jusque dans les années 70. L'Irak, la Libye, la Syrie. Mais il se trouve que voilà, c'est l'évolution a fait. Bon, l'Amérique a détruit tous les pays nationalistes arabes. La Syrie s'est effondrée. On sait ce qui est arrivé à la Libye, à l'Irak de Saddam Hussein. Et donc, il se trouve aujourd'hui que le monde arabe, c'est-à-dire pas le monde musulman, le monde arabe, c'est-à-dire du Maroc jusqu'en Arabie Saoudite, etc., à part le Yémen, voilà, bon, pas le Yémen qui résiste, et un peu le Liban, mais de moins en moins, il est sous la coupe de l'Amérique et d'Israël. Voilà. Et même si des pays comme l'Algérie ou la Tunisie refusent de courber les Chines, mais ils ne peuvent rien faire concrètement. C'est-à-dire, voilà, bon, ben, ils peuvent s'opposer verbalement, ils peuvent s'opposer à une normalisation, mais ils ne peuvent pas faire plus. Voilà. Donc, en fait, on est dans une situation où le monde arabe, il est retourné sous la botte américano-sioniste. Voilà. Et c'est vrai que dans le reste du monde, notamment en Asie, en Afrique, l'Amérique perd du terrain, le monde occidental perd du terrain au profit des BRICS, mais le Moyen-Orient, il est retourné fermement sous la coupe américaine. Et donc voilà, bon, est-ce que ça changera dans quelques années? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me paraît ça me paraît peu probable, en tout cas à court terme, parce que l'Amérique, elle a l'air de bien tenir les régimes arabes et qui n'osent pas broncher. Hein. Enfin, il faut s'en rendre compte. Voilà, ils acceptent l'impérialisme, la Pax Americana sur cette région. Voilà. Et donc la démonstration de force, hein, qui a été faite par la Chine et tous ces pays-là qui ont assisté, là, vous pensez qu'ils vont pas s'y opposer à tout ça? Non, non, je ne crois pas. Enfin, je ne vois pas comment. Enfin, la politique de la Chine et de la Russie et de l'Inde n'est pas de chercher la confrontation directe avec l'Amérique sur le terrain du Moyen-Orient, par exemple. Donc, ils considéreront ce territoire comme pour le moment acquis à l'Amérique. Maintenant, il y aura peut-être, on essaiera d'amener certains régimes, mais ça m'étonnerait fort. Vous savez, l'Arabie Saoudite, par exemple, il y a 2 ans, ou il y a un an et demi, 2 ans, elle avait déclaré vouloir adhérer aux BRICS. Et puis, elle a changé d'avis. Bon, vous savez, les pressions américaines sur l'Arabie Saoudite sont énormes. Donc, ces pays, les pays du Golfe, etc., où l'Égypte, se sentent démunis, se sentent faibles, n'osent pas affronter l'axe américano-sioniste. Voilà, il faut le dire.
Et donc, je voulais, la Chine, la Russie cherchent à contrer la domination américaine au niveau de la monnaie, au niveau par exemple, en créant une banque. Mais sur le monde arabe, je ne vois pas comment ces pays-là, dans l'état actuel des choses, je ne vois pas comment ces pays chercheront à se libérer de la tutelle américaine, par exemple pour aller demander des prêts à une banque des BRICS, ou bien à offrir comment on appelle des ports pour la route de la soie, par exemple, les routes de la soie. Donc, ils ne feront rien qui puisse, gêner ou provoquer l'Amérique. Voilà. Et peut-être ça viendra à moyen terme ou à long terme. Mais pour le moment, ces pays-là sont dans une situation où ils ne peuvent pas lever le petit doigt sans avoir peur de provoquer l'ire des États-Unis. Voilà. Très bien. Vous aviez fait allusion là il y a quelques instants à l'Algérie et à la Tunisie. Oui. Parenthèse, hein, après je passerai, je reviendrai sur le sujet, mais j'ai vu une petite vidéo là sur les réseaux sociaux où il paraîtrait que ça se tendrait entre la Tunisie et la France. Et le journaliste en question, c'est un journaliste d'une chaîne que vous connaissez, hein, que je ne vais pas citer, a dit que la Tunisie tendrait à être algérianisée. Donc c'est l'algérianisation de la Tunisie. C'est un terme que j'ai appris aujourd'hui, hein, nouveau, un mot qui a certainement été inventé ce jour par ce journaliste. Vous en pensez quoi parce que clairement, les positions de l'Algérie, on les connaît. Et là, sous prétexte qu'il y aurait des tensions entre la Tunisie et la France, la Tunisie serait sous influence de l'Algérie. Bon, la Tunisie a toujours refusé, pour un petit pays, c'est quand même à son honneur, tout à son honneur, a toujours refusé une normalisation avec Israël. Voilà. Et donc, quand même, malgré tout, elle a une communauté juive importante, relativement importante. Et c'est un pays qui ne recherche pas, enfin, c'est un pays pacifique. Moi, je pense que cette façon de traiter la Tunisie, c'est une manière un peu méprisante, un peu, disons, de mettre la Tunisie dans le panier de ceux qui sont dans le mauvais camp. Voilà. Peut-être, est-ce que la Tunisie va subir ce que l'Algérie est en train de subir dans les médias français? Peut-être, je ne sais pas. Ok, on arrête là, on en reparlera peut-être les prochaines semaines, suivant l'évolution. Il y a notre fidèle habitué Sarah qui a une question dans le chat. Je vais vous la lire. Donc, Monsieur Cohen, la circulaire du ministère de la Santé du 13 juin 2023 prévoit la mobilisation des hôpitaux en cas de guerre. Ne marque-t-elle pas une militarisation implicite de la santé publique? Est-ce une simple anticipation stratégique ou une façon d'habituer l'opinion à l'idée d'un conflit à venir? Ok. La suite de la question, je vous la lis ou je réponds à cette question et puis après, je réponds à l'autre. Moi, je crois que vous savez, c'est ce qu'on appelle comment dire, le terme m'échappe, une espèce de parole qui n'a pas d'effet. Voilà. Bon, le terme exact m'échappe. En fait, peut-être même qu'ils ont fait exprès soi-disant, de faire fuiter l'information dans le canard enchaîné. Vous savez que le canard enchaîné, souvent, la plupart de ces fuites viennent des ministères. Il faut le savoir. Hein. Le canard enchaîné, c'est quand la plupart des fuites
qu'on voit dans le Cana, c'est le gouvernement ou les ministères qui envoient. Bon. Et donc, c'est une manière d'avertir l'opinion, de la mettre en condition, mais je vous donne un avis personnel comme ça, une intuition personnelle. Je crois pas beaucoup à cette perspective, c'est-à-dire d'une guerre où il y aurait des dizaines de milliers ou des milliers de blessés à soigner. Je me demande même, vous savez, aujourd'hui, enfin jeudi, il y a eu ce qu'on appelle la réunion des, j'ai oublié leur terme, enfin bon, des volontaires, voilà. Mais finalement, ce sont des grandes gueules. Voilà. Ils aboient, mais ils n'ont pris aucune décision. Ils ont la trouille d'y aller. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance s'ils y vont. Et donc, finalement, ils sont dans la palabre. Donc, je ne crois pas beaucoup à cette information. C'est-à-dire, je ne crois pas beaucoup. C'est-à-dire, pour moi, c'est juste une façon de faire peur à l'opinion et de lui extorquer un peu plus d'argent pour l'envoyer à l'Ukraine et d'avoir moins d'argent pour les hôpitaux, les services publics, etc. Voilà. Mais je ne crois pas, en tout cas, moi, c'est mon intuition, hein, ils ne sont pas prêts, les pays européens ne sont pas prêts à envoyer des soldats là-bas sur place. Même l'Allemand qui gueule, qui hurle et tout, il n'est pas du tout prêt à y aller. Hein. Ok, la suite de la question, dans le même registre, lorsque Éric Zemmour affirme avoir mis sous sa confiance un projet de type RONS, plan non confirmé officiellement mais évoqué, comme une réponse paramilitaire à une hypothétique guerre civile, agit-il en polémiste, usant des imaginaires sécuritaires à des fins électorales? Blasco et Doronsoro, 2017. Ou faut-il y voir une tentative sérieuse de normalisation de formes de défense extra-étatique en rupture avec le monopole légitime de la violence définie par Max Weber? Waouh, c'est compliqué là, Monsieur Cohen, hein? Alors, le projet de Tipons, c'est, enfin, je pense, c'est pas, elle ne l'exprime pas clairement, mais c'est sous-entendu. Mais le projet de Tipons, c'est un projet israélien, c'est-à-dire de maintien de l'ordre israélien en Cisjordanie. Donc, Éric Zemmour veut faire appliquer en France, vis-à-vis des Maghrébins, le même type de contrôle que les sionistes imposent vis-à-vis des Palestiniens. Voilà, que ce soit clair. Hein. Bon. D'accord, c'est ça que veut faire appliquer Monsieur Zemmour? Voilà. D'accord. RONS, voilà. Le projet de type RONS, c'est comment dire, le maintien de l'ordre israélien dans les territoires palestiniens. Voilà. Et c'est ça que veut, c'est ça le projet d'Éric Zemmour qu'il veut faire appliquer en France. Bon évidemment, Éric Zemmour voudrait, vous savez, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le dire ici, mais ou si on suit la droite ou la droite nationale, bon, sans citer des noms, mais si vous voyez ce que je veux dire, il y a des télévisions, des sites, etc., qui réclament, par exemple, régulièrement l'appel à l'armée dans les banlieues. Voilà, donc ils imaginent un peu style guerre d'Algérie, bataille d'Alger, voilà les paras dans les quartiers, les tanks dans les carrefours, les fouilles dans les maisons, etc. Et donc c'est un peu le fantasme de l'extrême droite
ou dans la droite nationale, ou de la droite tout court, la droite catholique. C'est la droite, aujourd'hui, elle est assez importante parce que elle va comment dire, de LR jusqu'au RN. Donc, c'est quand même pas, ça fait pas mal de monde qui rêverait de ce projet fou. Mais voilà, ils pensent que là, on va avoir de l'ordre. Mais moi, je pense que ça coûtera très cher s'ils pensent à l'appliquer, parce que les autres, ils ont des kalachnikovs. Hein, et donc, il faut faire gaffe quand même. Mais cette droite-là, elle rêve de ça, elle pousse à ça. Et enfin, malheureusement, Éric Zemmour, il a réussi le tour de force de passer pour le défenseur des catholiques, des chrétiens, alors que lui et sa compagne, sa deuxième épouse, parce il est bigame, donc c'est l'occasion de le dire, Ah il est bon? bigame. Ah oui, bien sûr. Et c'est Il est, autorisé, ça, en France? ah oui, et en tout cas, pas officiellement, mais il est bigame, c'est-à-dire il n'a pas divorcé de son épouse et il vit avec une autre et il a un enfant d'elle, donc il est bigame. Voilà. D'accord. Et non, mais c'est bon de rappeler aux catholiques, hein, qui ont des valeurs. Voilà. Et donc, Éric Zemmour, il n'en a rien à foutre des chrétiens. Vous savez, c'est un bon juif qui va le Shabbat à la synagogue, et à la synagogue, on ne fait que taper sur les goïms. Voilà. Si vous ne savez pas, quand on va à la synagogue, on tape sur les goïms, tous les goïms. Et d'ailleurs, Éric Zemmour n'a pas eu un mot pour les chrétiens assassinés à Gaza, assassinés en Cisjordanie, les églises détruites, etc. Donc, quand ça l'arrange, il défend les chrétiens, mais il les défend en se foutant de leur gueule et en les utilisant dans son combat pour Israël. Il n'en a rien à fiche des chrétiens. Et c'est terrible que, vous savez, quelqu'un avait dit un jour dans les années 50, la France a la droite la plus bête du monde. Je vous assure, mais c'est. Donc, Voilà, bah, en plus d'être bigame, excusez-moi, j'ai vu un oui, commentaire, il est endogame aussi. oui, ah ben oui, bien sûr. Ah ben, vous savez, c'est ça. Il pourrait pas, enfin, il pourrait pas avoir un enfant avec un catho quand même. Imaginez la pureté de la race. Bien sûr. Et M. Cohen, selon vous, pourquoi ils n'arrivent pas à le mettre en place, ce plan-là, en France? C'est une histoire de finances ou bien? Non, pas du tout. Mais enfin, vous imaginez. C'est une histoire de Non, budget? non, ils sont pas fous quand même. Enfin, mais est-ce que vous imaginez ce que c'est que d'envoyer 5 000 militaires ou 10 000 militaires? Je vous ai dit, hein, les gens dans les banlieues, il y a des kalachnikovs. Ils ont des revolvers. Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Ils ont des roquettes. Enfin, mais imaginez, mais ils peuvent mettre à feu et à sang le 10% du territoire français. Non, mais À feu et là, à Monsieur sang. Cohen, Monsieur Cohen, vous allez faire flipper tout le monde, là. Ils ont des roquettes, ils ont des. Non, non, non. Attends, ils ont, non, non, il y a des kalachnikovs qui circulent. On est d'accord. Imaginez un tir de kalachnikov sur une patrouille de soldats, 10 morts. Non, mais enfin voilà. Enfin, Donc, ça faut pas. pourrait être, ben ouais, ça pourrait être très violent, mais bon, Quand j'ai des roquettes, vous savez, ils ont des trucs. Vous savez le terme m'échappe, mais vous savez, quand il y a des feux d'artifice, on lance des trucs comme ça. Enfin, j'ai oublié le terme. On lance des, je sais plus. Voilà. C'est pas des roquettes, mais ils peuvent les développer. Hein, pourquoi pas? Après tout, s'ils sont en état de siège, ils répondront. Hein. alors je ne sais pas si ça répond à la question de notre sœur en bas dans les commentaires, là. En tout cas, bon, de toute manière, je crois on n'en est pas là, mais si c'est ça vraiment qu'il veut instaurer, M. Zemmour, personne ne va voter pour lui, je pense, hein. Non, s'il y a un Retailleau, par exemple, il pourrait être tenté, par exemple, un Retailleau pourrait être tenté d'appliquer cette solution. Mais c'est jouer avec le feu, voilà. Mais bon, après tout, il peut essayer, hein. Mais bon. Mais ça les tente. Enfin, souvent, ça revient dans les médias.
savez, la bande droite catholique, là, etc., ça revient régulièrement. Moi, je les écoute, enfin, je les écoute pour me tenir informé, pour connaître l'état d'esprit, et comment dire, ça les tente. Ils ont envie de voir les paras dans les quartiers. Je ne sais pas, ils rêvent d'une mise au pas comme ça. Vous savez, on a des souvenirs des paras à Bab el-Oued, la bataille d'Alger, etc. Voilà. Le général Massu. Oui, alors on arrive au terme, je crois. Oui. S'il y avait une autre question, Was, tu viens d'arriver. L'émission portait sur le projet du complexe touristique à Gaza. Si tu as une question, si tu veux, avant que je clôture l'émission, n'hésite pas. Et donc, alors, Monsieur Cohen, on vous dit, vous les avez vus, ces roquettes dans les Non, quartiers? c'est pas des roquettes. Vous savez, non, excusez-moi, j'ai oublié le terme. Vous savez, quand il y a par exemple, des voitures de flics, etc., ou de pompiers, ils leur envoient des trucs, ils lancent des trucs, je sais Des pas. cocktails Molotov? Non, pas des cocktails Molotov. Du Enfin, mortier? voilà, des mortiers, voilà. Ouais, effectivement, du mortier, ouais. Bon, parce que la personne nous dit, moi j'ai grandi, je suis né dans les quartiers, j'ai jamais vu de roquettes. Voilà. Oh, bon, je suis désolé, j'enlève le terme. J'ai dit que je n'ai pas trouvé le terme exact, donc voilà. Alors voilà, on a une petite question pour clôturer peut-être. Oui. Was. Allô, bonsoir. Ah, non, ça n'a pas fonctionné. Ah si, tiens. Tu m'entends? Ouais, là, je t'entends. Super. Bonsoir, Monsieur Cohen, bonsoir, Harry. Bon. J'espère que vous allez bien. J'aurais juste une petite question assez rapide. Donc, Oui. par rapport au projet touristique dont il parle Trump, on sait très bien que l'argent qu'il a, c'est un peu, on va dire, les pays du Golfe de manière générale. Est-ce qu'il y aurait un rapport éventuellement par rapport à Macron qui se dit je vais déclarer l'État palestinien, etc., contre une reconnaissance au fait de l'Arabie Saoudite de l'État hébreu, donc de l'entité sioniste, et que finalement, en fait, c'est avec cet argent, il y aura un déplacement forcé, malheureusement, de la population gazaouie un peu partout, peut-être au Soudan, peut-être au Maroc, enfin j'en sais rien, et qu'avec cet argent, en fait, le tout est lié, c'est-à-dire il y a un lien entre la reconnaissance qui n'a aucun sens finalement parce qu'on ne connaît pas les frontières, mais surtout l'Arabie Saoudite qui va reconnaître et enrichir un peu plus Trump pour les projets de Tel Aviv. Hein. Donc c'est ça la question. Merci beaucoup. Merci à toi. L'Arabie Saoudite est dans le coup, c'est-à-dire elle coopère avec l'Amérique de manière de manière constante et profonde. Quant à la normalisation, et donc elle a toujours, depuis 20 ans, elle coopère avec Israël, mais de manière secrète et discrète. Voilà. C'est-à-dire services secrets, renseignements, etc. Quand Israël a besoin d'utiliser l'espace aérien saoudien pour toutes sortes de raisons, l'espace aérien lui est ouvert. Donc, il y a une coopération discrète, mais non officielle, mais réelle, voilà, depuis 20 ans au moins. Donc, l'Arabie Saoudite n'a rien à refuser ni à l'Amérique ni à Israël concernant les projets de Gaza. Mais pour la normalisation, je ne crois pas que l'Arabie Saoudite essaiera de sauver les apparences et ne se contentera pas d'une reconnaissance de la Palestine par la France pour reconnaître Israël. L'Arabie Saoudite a ses exigences à elle. Elle a une exigence un peu particulière que j'avais déjà évoquée, mais que je rappelle. Bon, elle veut, sauvegarder la face, en ce sens, avoir une espèce de promesse
pour la Palestine, etc. Mais aussi la promesse, la certitude, l'engagement d'Israël et de l'Amérique que l'Arabie saoudite puisse construire une centrale nucléaire ou plusieurs centrales nucléaires civiles et qui ne soit pas bombardée par Israël. Parce que vous savez qu'Israël a déclaré qu'aucun pays arabe, elle a essayé avec l'Iran, ça n'a pas marché, mais aucun pays arabe ne maîtrisera l'énergie nucléaire. Voilà. Vous savez ce qui s'est passé avec l'Irak. Et donc, la condition qu'a posée l'Arabie saoudite il y a 2 ans, avant le 7 octobre, pour normaliser ses relations avec Israël, a été l'engagement américain et israélien d'avoir la possibilité de construire une centrale ou plusieurs centrales nucléaires sans qu'elles soient bombardées par Israël. Voilà, mais je pense que, je l'ai déclaré ici souvent, que lorsque l'affaire de Gaza connaîtra une fin, je ne sais pas laquelle, mais disons, il y aura moins de violence, connaîtra une espèce de trêve, ou je ne sais pas, je pense que l'Arabie saoudite normalisera ses relations avec Israël. Elle trouvera le moyen de sauver la face et de dire, voilà, j'ai obtenu ceci ou cela, mais l'Arabie saoudite ne pourra pas longtemps échapper à cette normalisation, ça m'étonnerait. Très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, M. Cohen. C'est moi. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Ok, que la paix soit sur vous. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Merci d'avoir partagé cet entretien habituel avec M. Cohen. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui sont arrivés en retard, la chaîne Altitude sur YouTube, abonnez-vous et partagez. Que la paix soit sur vous. Un bon week-end à tous et on se retrouve vendredi prochain. Salam alaikum. Merci, Ewas.